Il est 8h15 sur Bretagne 5. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Alexis Bouchard. Il est secrétaire national des jeunes socialistes. Et malgré les vicissitudes routières, il est à l'heure pour répondre aux questions de Bretagne 5, questions politiques ce matin. Bonjour. Tout juste, bonjour Stéphane Hamon et merci pour votre invitation. Alors nous allons parler de politique évidemment et vous avez écrit, j'ai regardé un petit peu les réseaux, nous traversons une crise de régime sans précédent où la droite défaite par les urnes gouverne sous la tutelle du Front National. Donc mobilisation, si je l'ai bien compris, à gauche pour faire face. C'est véritablement une crise de régime que l'on traverse. Oui, parce qu'on n'a jamais vu une telle situation auparavant, notamment depuis l'avènement de la Ve République. Olivier Faure l'a très bien dit ces derniers jours, premier secrétaire du Parti Socialiste. Nous traversons une crise de régime et qui plus est avec un gouvernement qui n'a jamais été aussi à droite depuis 1958. C'est dire aussi le non précédent en fait que nous traversons aujourd'hui dans une situation telle où en fait il y a 2 mois Emmanuel Macron, issu de la droite macroniste, a dissous l'Assemblée nationale. Il a perdu et à 3 reprises, si on compte derrière cela les élections européennes et ensuite les 2 tours des élections législatives. Tout ça pourquoi? Pour remettre la droite macroniste au gouvernement qui a été défaite, je le dis, à 3 reprises. Et quand je dis sous la tutelle du Front National, alors c'est parce que j'aime bien dead name, comme on dit chez les jeunes, ce qui est l'essence en fait de l'extrême droite, c'est-à-dire le parti fondé par Jean-Marie Le Pen et ses compagnons, pour beaucoup issus de mouvances nazies. En fait, c'est dire toute la difficulté, tout le mépris en fait d'Emmanuel Macron vis-à-vis en fait du vote des Françaises et des Français qui, je le répète, à 2 reprises de coup ont mobilisé ce qu'on appelle un front républicain et qui plus est a mis la gauche en tête et en finale on se retrouve avec les mêmes, c'est-à-dire on pourrait se poser la question en fait à quoi bon voter si ce n'est démobiliser les gens des urnes puisque on vote mais en fait rien ne change, on a quasiment le même gouvernement, en tout cas la préservation du bilan d'Emmanuel Macron, puisque c'était le cheval de bataille du président de la République, c'est-à-dire protéger son bilan sur la réforme des retraites, sur la loi immigration, et en fait pactiser avec les Républicains et permettre à ce que le Rassemblement national puisse être dans une forme de neutralité qui pourrait lui permettre de ne pas avoir une opposition frontale face à lui, et ben c'est maintenir son bilan sur la retraite à 64 ans et je veux dire, et tout plein de choses qui, j'ai eu l'occasion de le dire de nombreuses fois à cette antenne, qui précarisent les plus pauvres et notamment une majorité de Françaises et de Français finalement, puisque Emmanuel Macron, son cheval de bataille, c'est précariser les travailleurs, en tout cas mettre en route, mettre en marche depuis 2016, depuis 2017, à l'instar du nom de son mouvement, une politique néolibérale qui appauvrit les plus pauvres et enrichit les plus riches, et donc effectivement ce pacte avec la droite dite républicaine, mais en fait qui depuis peu n'en a rien de républicain, si ce n'est quelques personnalités à la marge, c'est protéger son bilan et faire fi en fait de tout ce qui s'est passé au cours de cette séquence politique avant l'été. Alors avec, vous l'avez dit, le Rassemblement national en embuscade qui peut faire et défaire ce gouvernement, on imagine que la motion de censure peut très vite arriver. Les gages du gouvernement de Michel Barnier, pour éviter justement que cela arrive, ce que vous appelez cette droitisation finalement du gouvernement, avec une gauche qui a du mal à faire sa place. On le voit. Il y avait l'option Lucie Castet qui n'a pas été retenue par le président de la République. Et aujourd'hui, on a l'impression que la gauche est à la peine pour pouvoir... Alors, quand je dis la gauche, je parle des composantes de la gauche, sont à la peine pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire barrage, finalement. Mais à qui la faute, en fait? Michel Barnier, lui, décide de remonter les bretelles à son ministre de l'économie quand ce dernier dit un mot de travers vis-à-vis du Rassemblement national. Est-ce que c'est le cas, en fait, de ces autres ministres qui disent un mot de travers de la France insoumise ou d'une toute autre composante du nouveau Front populaire ou de la gauche? En fait, il y a une forme de diabolisation de la gauche qui n'est pas du tout mise sur le même plan que l'extrême droite, qui est même diaboliser pire que l'extrême droite, c'est dire en fait cette crise dans laquelle nous sommes en fait. La parole de la gauche fait peur. Et la parole de la gauche, visiblement, elle fait peur, quand bien même elle est majoritaire et qu'elle est issue d'une majorité de voix de Françaises et de Français qui aspiraient à plus de justice sociale, à une augmentation des salaires, à une véritable prise en compte du dérèglement climatique et notamment sur la crise démocratique. En fait, nous on avait tout plein de propositions pour peut-être amener plus de participation dans notre système démocratique, réfléchir
réfléchir à une nouvelle constitution, pourquoi pas, on le proposait, mais en tout cas déjà parlementariser en fait notre régime, ce qu'il n'est pas actuellement, puisque nous sommes dans un régime de représentation qui permet des alliances un peu contre nature, comme on le voit actuellement, et qui en fait font fi du vote des Français. Nous, on permettait déjà d'emblée, avant que tout cela n'arrive, de pouvoir un peu renverser la table. Et c'est peut-être ce qui faisait peur à Emmanuel Macron et à la droite, et notamment à l'extrême droite, puisque le système démocratique en place, actuel, favorise le fait que la droite puisse gagner, et en tout cas favorise le fait, in fine, que les privilèges restent des privilèges, que les riches restent riches et que les pauvres puissent s'appauvrir. En fait, c'est un système de domination, alors je n'allais pas dire rondement mené, puisqu'on reste quand même dans une démocratie, mais qui avait quand même bien ses défauts, et donc permettre à faire perdre, et en tout cas à diaboliser ceux qui défendaient une autre idée de la démocratie comme la gauche, eh bien, c'était évidemment s'ériger en pires ennemis que les macronistes et la droite, au point de préférer l'extrême droite. C'est quand même vous dire... le danger dans lequel nous sommes finalement, où il ne reste qu'une feuille de papier de cigarette entre la droite et l'extrême droite. Le front républicain, la digue républicaine, finalement, ça ne reste que la gauche. Avec une sérieuse alerte qui a été lancée lors des 2 tours des législatives, mais aussi des européennes par les Françaises, les Français, qui se sont partagés finalement. Là aussi, on a une image de la France, une photographie de la France à l'Assemblée nationale, avec le bloc macroniste, mais également une forte poussée du Rassemblement national, et une forte poussée à gauche également. Voilà, finalement, personne n'a gagné dans ces élections, si on regarde ça un peu effectivement, froidement. Personne n'a gagné, mais si on regarde arithmétiquement, voilà, la gauche, la coalition de gauche et du Nouveau Front Populaire a plus de sièges que les autres. Et encore la semaine dernière, Michel Barnier revendiquait dans sa coalition dite de gouvernement avec effectivement les macronistes et la droite, il revendiquait 220 sièges. En fait, le NFP, c'est 200 sièges. Alors, il revendique 220, mais est-ce qu'il a réellement les 220 ? En fait, on est à touche-touche, limite, en termes mathématiques, je veux dire, c'est des coalitions presque qui se valent, et donc en fait il n'y a pas véritablement là de légitimité suprême pour le gouvernement actuel qui en fait, s'il a une majorité de quelques sièges par rapport à la coalition arrivée derrière lui, enfin en tout cas devant lui aux élections, mais derrière lui après ce mouvement d'alliance. Et c'est bien Charles de Courson lui-même qui disait, alors lui ce n'est pas un extrême gauchiste, mais rapporteur de la commission des finances, qui disait hier dans un courrier adressé aux ministres respectifs de l'économie et des comptes publics que en l'occurrence le gouvernement était minoritaire, et que quand bien même lui était rapporteur de la commission des finances, selon la tradition républicaine il devait être soutien de la majorité. Et bien lui disait, mais de quelle majorité parlez-vous puisque vous n'êtes pas majoritaire? Et donc on se retrouve bien là dans ce discours qui, pour Charles de Courson, bien qu'on ait des différends, est pour le coup un honnête républicain et un démocrate, et sur qui on peut compter en l'occurrence dans le camp républicain, dans le front républicain qui a pourtant si bien mobilisé les électeurs en juin et juillet. Et il en reste assez peu pour les compter finalement, donc voilà. Avec le jeu des alliances, mais aussi le libre arbitre des députés qui, selon les textes qui seront présentés, pourront ou voter pour ou contre ou s'abstenir évidemment. Et il y a des textes qui vont peut-être revenir devant l'Assemblée nationale. Vous citiez tout à l'heure, Alexis Bouchard, cette fameuse loi sur la retraite ou les retraites qui pourrait peut-être être réexaminée. En tout cas, c'est ce qu'a laissé entendre Michel Barnier, tout comme la loi sur l'assurance chômage, dont on ne sait pas si elle sera finalement appliquée ou retoquée ou encore rediscutée au Parlement. Et puis il y a les alertes sociales, on va en parler aussi parce que elles vont avoir leur place dans l'hémicycle. Sur les textes de loi, est-ce que vous êtes confiant sur le fait qu'il y ait possibilité de les réexaminer, peut-être de faire bouger les lignes? Je pense sincèrement que oui, et en l'occurrence, quand bien même, en fait, vous avez raison, les députés sont laissés à leur libre arbitre. Nous, on a eu des débats assez récents sur la niche parlementaire du groupe Rassemblement national, qui, au prorata des députés, reste le premier groupe à l'Assemblée nationale d'opposition, qui, lui, a annoncé d'ores et déjà mettre sur le devant de la table l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, ce à quoi en fait nous avons eu des débats, puisque en fait est-ce que la gauche doit s'y associer finalement? Est-ce que la gauche doit s'y associer? Moi personnellement je disais depuis le début que non, et finalement voilà, le
le groupe, les parlementaires et le parti ont tranché hier ou avant-hier, je ne sais plus, en ce sens, c'est-à-dire que le principe, notre principe de ligne de toujours a été de ne jamais voter un texte issu de l'extrême droite, et qui plus est, en fait, ce débat nous faisait sentir plein d'émotions, dans le sens où on se butait à une seule question: est-ce qu'on abroge la réforme des retraites à 64 ans, en faisant fi de qui l'a proposé et de ce qu'il y avait dans le texte, puisque finalement on n'a pas encore le texte n'a pas encore été présenté à l'Assemblée nationale. Eh bien, moi, je pense sincèrement que quand on regardera le texte, on aura bien des arguments pour voter en défaveur, puisque le Rassemblement national n'a jamais été du côté des travailleurs, en le sens où, quand la réforme des retraites d'Emmanuel Macron a été présentée en 2023, les membres du Rassemblement national qui étaient élus à l'Assemblée nationale à l'époque n'ont pas daigné s'y opposer frontalement via des amendements ou dans les travaux en commission. Ils ont préféré être passifs, laissant la crise se terminer, mais en finalement se satisfaisant peut-être d'une manière ou d'une autre que la retraite à 64 ans, elle passe. Et donc, quand Jordan Bardella proposait peut-être lors des européennes la retraite à 66 ans, enfin il y avait tout plein de déclarations qui étaient un peu vagues, on nageait dans le brouillard, clairement, de ce côté-là. Il y avait un besoin de clarification, donc je me disais assez naturellement que le texte qu'allait nous pondre le RN, ça allait pas être quelque chose qui allait soit remettre la retraite à 60 ans, ou même ne serait-ce que remettre la retraite à 62 ans comme elle l'était avant. C'était plutôt un bric-broc électoraliste pour permettre de s'affranchir de toute idée que on serait potentiellement avec Macron. Alors que je vous le disais, la frontière est fine entre les deux maintenant, puisque les uns et les autres cèdent dans leur maintien à leur poste au pouvoir, et donc la retraite à 64 ans, en tout cas l'abrogation est un bâton pour nous dire on est dans l'opposition, mais en fait c'est pas véritablement le cas. Et donc il y aura bien des manières de réimposer l'abrogation de la réforme des retraites, et je pense notamment dans un texte qui sera déposé en novembre par l'ensemble du Nouveau Front Populaire via la niche parlementaire de la France Insoumise. Là, je pense qu'il y a des ponts à aller chercher et qui sont possibles pour aller trouver une majorité, notamment avec les députés Lyot qui ont dès 2023 opposé leur position à la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, et puis peut-être quelques voix dans le Rassemblement national, même si on n'ira pas les chercher de façon assez naturelle, mais c'est pour dire qu'en fait nos textes sera peut-être plus aboutis, plus travaillés, et il y aura des garde-fous, des garanties sur le fait que les travailleurs, les travailleuses seront véritablement, et notamment les ouvriers, ceux qui travaillent le plus dur, les plus précaires, seront véritablement à qui on aura véritablement pensé en fait dans ce texte, pour leur permettre de gagner un peu en espérance de vie et de pouvoir avoir quelques années de vie tranquille en fin de vie. Ce sera un texte beaucoup plus travaillé. En fait, c'est celui qui est dans notre programme, c'est celui que l'on a présenté depuis toujours, et il n'y a pas raison que on ne puisse pas négocier en fait sur cette base, puisque encore une fois, nous on a des bases sur lesquelles négocier, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national, je vous le disais, puisqu'il n'y a pas de texte. Voilà. Avec, je le disais à l'instant, l'aspect social. Alors effectivement, sur ce texte important et sur d'autres, avec des finances publiques. Aujourd'hui, on l'a vu, la situation est très grave. C'est Michel Barnier lui-même qui l'a dit. Des finances publiques exsangues, 3 000 milliards de déficit, un dérapage encore prévu, un dérapage qui pourrait pousser jusqu'à 6% quand même du PIB. Donc on serait au-dessus de la moyenne fixée par l'Union européenne, qui est de 3%, donc des risques quand même pour l'économie française, des risques aussi au niveau social, on le voit sur des prestations sociales qui vont être en baisse, sur les impôts aussi, là aussi il y a une volonté de Michel Barnier. Alors là c'est peut-être un discours de gauche, c'est de dire finalement on va peut-être aller chercher l'argent chez ceux qui en ont le plus et essayer d'épargner ceux qui en ont le moins. Est-ce que c'est une bonne idée ça déjà ? Alors déjà, il faut être prudent, parce qu'il faudra voir effectivement les garanties et surtout les détails en fait de ce que Michel Barnier pourra proposer quant à une meilleure potentielle imposition des Françaises et des Français, notamment des plus riches et des entreprises qui font des profits exorbitants depuis des années, notamment depuis la crise Covid, qui a été un prétexte pour les actionnaires de s'enrichir sur le dos des travailleurs sans véritable justification. Ceci étant dit, en fait, on a envie de dire à qui la faute depuis 7 ans, qui gouverne. En fait, on a un Bruno Le Maire qui était ministre de l'économie jusque-là, qui a fait ses adieux en grande pompe le 12 septembre, bien avant ces histoires de remaniement et de nomination de Michel Barnier,
qui peut-être pourrait s'apparenter, alors moi je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, ça m'a fait un petit peu sourire, en fait, de comparer cette situation peut-être à la fuite de Varennes de Louis XVI en son temps, c'est-à-dire d'un ministre de l'économie qui effectivement a plongé la France dans la faillite et qui, avant que tout le monde s'en rende compte, essaye de se barrer, de s'en aller le plus loin possible, et en l'occurrence il a trouvé un poste en Suisse pour, de mémoire, c'est pour enseigner l'économie, un comble. En tout cas, ça pourra faire de l'inspiration pour les humoristes comme votre collègue à Bretagne 5 le vendredi matin. Voilà, Christophe Hamon, voilà, merci. C'est un autre Hamon. Voilà, c'est ça. Mais je veux dire par là, au-delà de la boutade, qu'en fait c'est véritablement très grave et que nous on alertait sur ça depuis longtemps, depuis des années, en disant il faut taxer les super profits, il faut remettre au goût du jour la flat tax, il faut remettre au goût du jour l'ISF, en fait toute une manière de rendre l'impôt plus juste, au-delà qu'il soit plus pénalisant pour le grand, pour le plus grand, enfin pour le grand nom, et puis aussi s'attaquer à un problème majeur qui est l'évasion fiscale qui représente, selon les instituts, entre 80 et 120 milliards d'euros par an jetés par les fenêtres. C'est l'équivalent du financement possible d'une retraite à 60 ans 2 fois. C'est vous dire, en fait, là où il y a l'argent, en fait, on peut le trouver. Et donc, depuis 7 ans, Bruno Le Maire, mais tous ses soutiens aussi au gouvernement, Gérald Darmanin le répétait il y a quelques jours, n'ont pas daigné vouloir augmenter les impôts pour ceux qui le pouvaient, mais ont préféré mettre sous le tapis et en tout cas faire des cadeaux fiscaux, parce que c'est ce qu'ils ont décidé de faire, tout en augmentant les dépenses publiques. En fait, c'est une manière un peu irresponsable de faire les choses, et donc il faut ramener de la pondération là-dessus. C'est ce qu'on propose depuis le début, et si Michel Barnier va en ce sens, c'est très bien, mais c'est peut-être parce que c'est trop tard et que l'urgence est telle qu'il est obligé de s'y soumettre, voilà, au pied du mur. Mais on verra les modalités, on verra les garanties, et si tel est le cas, pour sauver la Banque de France, je préfère pas parler en avance au nom de qui que ce soit, mais potentiellement qu'on le votera, et si ça va dans le bon sens, bien évidemment. Mais je veux dire, on n'est pas les premiers à alerter, et ça fait 7 ans que c'est toujours les mêmes au gouvernement, et là c'est à peu près les mêmes, mais encore plus à droite, et ils se rendent compte un peu trop tard que on fait banqueroute, et qu'il va falloir peut-être commencer à se bouger. Mais encore une fois, quel va être aussi le comportement d'Emmanuel Macron dans tout cela, puisque lui, encore une fois, je le disais, veut absolument protéger son bilan, et lui, protéger son bilan, c'est faire tourner l'économie de marché et le libéralisme. Ça veut dire pas ou peu d'intervention de l'État, et donc l'idée de l'impôt, pour lui, j'imagine qu'il n'y est pas très favorable, donc à voir comment ça se profile. Mais voilà, il ne faut pas qu'on soit dans un effet d'annonce, il faut qu'il y ait des actes derrière, et oui, il faut imposer les plus riches, et donc au lieu de le dire maintenant, très bien, il faut le faire. Alors on verra ce que dira Michel Barnier dans son discours de politique générale qu'il prononcera le 1er octobre prochain au Parlement, avec une grande difficulté des services publics qui ont du mal aujourd'hui, on le voit avec l'hôpital public en particulier, alors qu'il y a une forte demande des territoires, les élus locaux dans les territoires, les élus des collectivités locales se plaignent aujourd'hui de ne pas avoir les moyens, le gouvernement ne leur donne pas assez de moyens pour pouvoir investir dans différentes politiques locales, régionales. Est-ce que là aussi c'est une source d'inquiétude de se dire que finalement dans un contexte de crise budgétaire et de restrictions budgétaires, on risque d'avoir, on le voit ici dans les Côtes-d'Armor, mais dans d'autres départements, en Ille-et-Vilaine, c'est le cas également, des présidents de départements qui alertent en disant « attention, on ne bouclera pas nos budgets ». Oui, et d'autant plus quand, en fait, je vous le disais, ceux qui sont à la tête de l'État sont des irresponsables, presque des gamins à Noël qui dépensent sans compter, et tout ce que je vous disais tout à l'heure, mais les collectivités, notamment les départements pour les citer, puisque vous le citiez, elles sont soumises à des règles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit d'être déficitaires. Et l'État a le droit, alors ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais le fait que les collectivités ne le puissent pas, ça peut empêcher effectivement un certain nombre d'investissements ou pallier à des urgences, notamment de rénovation des services publics quand il y en a besoin. Et donc peut-être qu'il faudra revoir ces règles-là, et ça passe notamment par des actes de décentralisation, ce que nous on propose au Parti Socialiste depuis longtemps, puisqu'on en a été à l'initiative des premières lois de décentralisation dans les années 80 sous François Mitterrand. La et loi donc de fer, c'est VERCA, exactement.
c'est vers ça que l'on veut encore une fois aller vers, en tout cas, et non pas pour parler d'autonomie. Moi, je ne suis pas défavorable à cela en tant que tel, notamment pour la Bretagne, parce que ça fait beaucoup voilà, ça fait couler beaucoup d'encre dans les papiers. Il faut en tout cas donner beaucoup plus de compétences aux collectivités et qui plus est, beaucoup plus de moyens. Et donc, par un effet de justice fiscale, pourquoi pas, il faudrait que l'État donne plus de moyens aux collectivités pour qu'elles soient les plus à même de répondre aux défis locaux qui se présentent en matière de sécurité, de santé, de lien entre les territoires, d'éducation et j'en passe. Et parce que, en fait, tout simplement, c'est les collectivités, les élus qui sont au plus proche des territoires, au plus proche des préoccupations des gens, qui sont les plus à même de répondre à ces enjeux. Et donc, ce n'est pas dans une forme d'État centralisé jacobin où on décide depuis Paris avec des gens qui ne sont pas nécessairement très compétents sur les enjeux qui peuvent voilà, concerner les citoyennes et les citoyens localement, qu'on pourra régler un certain nombre de problèmes, et notamment effectivement dans les territoires où un certain nombre de problèmes en matière de sécurité, de santé et j'en passe se posent. Et donc il faut amener à une nouvelle étape de la décentralisation qui pourra permettre cela, mais qui pourra aussi, je le dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je dis ça ou quand nous disons ça, ont peur sur l'idée de ménager en fait l'idée même de république et de pacte républicain. En fait, au contraire, décentraliser, c'est permettre de renforcer la République. Ça ne veut pas dire privilégier une région plus qu'un autre aux dépens de telle politique ou de telle politique selon le territoire. C'est au contraire permettre à ce que la République fonctionne le mieux sur un territoire donné et que tout le monde ait les mêmes chances, en tout cas les meilleures chances de réussite, les meilleures chances d'accéder à un emploi, à un travail stable, à l'éducation, à la santé, etc. Et donc, on peut tout à fait être décentralisateur et républicain et européen et breton et français tout à la fois. Avec peut-être un petit espoir, on l'a vu, alors le gouvernement sera peut-être éphémère, on verra, motion de censure ou pas, mais en tout cas, peut-être plus de gens issus du terrain, des élus qui ont fait leurs preuves sur le terrain, là aussi, dans le gouvernement. Est-ce que c'est un espoir de voir une reconnexion se faire entre l'État, le plus haut sommet de l'État, et les Français qui ont lancé ces alertes lors des dernières élections? Moi, je pense que on est dans une situation telle que Michel Barnier a été obligé. Je ne sais pas si vous faites référence au remaniement. Moi, j'appelle ça un remaniement plus qu'une véritable nomination d'un nouveau gouvernement de cohabitation. Mais effectivement, il y a des personnalités bretonnes qui ont été nommées au gouvernement. Je pense au maire de Lorient, mais aussi à Françoise Gatel, qui a été sénatrice d'Ille-et-Vilaine. Pour le cas que je connais, qui est Françoise Gatel, que je salue et que je félicite de façon tout à fait courtoise et républicaine. En fait, elle attend depuis 2017 d'être ministre, et je suis pas sûr que c'est dans un élan de reconnexion avec les territoires que Michel Barnier a daigné vouloir la nommer ou vouloir nommer toutes les autres personnes du gouvernement qui sont très nombreux, si je dis pas de bêtises, dans ce gouvernement, pour essayer de justement canaliser un peu les tensions dans le pays et permettre à ce qu'il y ait des portefeuilles qui puissent, même si on les comprend pas tous, permettre à ce que l'on parle et ce que l'on agisse sur tous les sujets. Même s'il y a quelques angles morts, il n'y a pas de ministre du handicap, il n'y a pas... Alors il va être nommé, normalement. J'ai pas su ça. Bon, voilà, aux dernières nouvelles. Mes excuses, je ne le savais pas. Mais en l'occurrence, voilà, je pense qu'il faut attendre de voir, et en l'occurrence, je ne paye pas cher de Bapo pour voir le gouvernement assez vite tomber, ce qui serait potentiellement dommageable dans la mesure où voilà, on ne saurait pas trop vers où Emmanuel Macron se tournerait. Là, on pour serait dans une véritable gouvernement. crise. On serait dans une crise. Mais voilà, ce gouvernement tient qu'à un fil, et donc je suis pas sûr qu'il y ait une véritable reconnexion avec les citoyennes et les citoyens. En fait, quand je vous dis le gouvernement est sous la tutelle de l'extrême droite et de Marine Le Pen, c'est vrai dans le sens où en fait Marine Le Pen, c'est elle qui décide à tout moment si elle veut censurer, puisque la gauche d'aventure, elle veut censurer de ce gouvernement Barnier. Marine Le Pen, elle aime bien attendre et se faire un petit peu aimer, en l'occurrence, parce que dès qu'un ministre fait un mot de travers, il est rappelé à l'ordre par Michel Barnier. Mais en fait, Marine Le Pen, été appelé d'ailleurs par Michel Barnier. Mais elle n'en a que faire en fait, et donc c'est-à-dire que dès la première chose qui ne lui irait véritablement pas, elle censurera, et le gouvernement Barnier, il aura beau faire peut-être 2 semaines, ce que je ne lui souhaite pas, pardon. En fait, voilà, il aura été très éphémère, donc à voir.
Une crise qui peut s'annoncer alors dans un contexte politique, un contexte social et ces fractures, on en parlait, on en parle très souvent sur cette antenne, de ces fractures entre les Français. Je voulais terminer là-dessus justement, il y a eu cette alerte lancée par les Françaises, des Français lors de ces élections qui ont quand même vu une grande progression du Rassemblement national, y compris ici en Bretagne. On passe d'un vote d'adhésion, d'un vote de colère justement à un vote d'adhésion. Là, c'est aussi de nature à inquiéter, à intriguer la gauche. Oui, parce que nous, on essaye toujours de lire les résultats pour essayer de mieux y répondre, notamment quand, effectivement, vous avez raison, quand l'extrême droite progresse, notamment dans mon territoire, notamment en Bretagne, c'est un cataclysme, parce qu'on n'a jamais vu ça auparavant. En 2 ans, dans ma circonscription en Ille-et-Vilaine, ils ont doublé leur nombre de voix. Donc c'est dire le danger dans lequel nous sommes. Et avec une adhésion des jeunes en particulier. Voilà, et peut-être vous avez raison de parler d'adhésion. En tout cas, moi je dirais un vote d'adhésion à un discours, au discours du Rassemblement national, qui est effectivement un discours qu'on pourrait qualifier de populiste, mais qui en fait parle aux gens, puisque malgré leur incompétence et leurs mensonges, font croire qu'ils sont du côté des travailleurs et de ceux que la gauche défend a priori, et même tout le temps en fait, en l'occurrence. Et donc plus qu'un discours d'adhésion, les gens se réfèrent à une forme d'espoir, mais en tout cas dressent par leur vote à l'extrême droite et au Rassemblement national un vote de contestation vis-à-vis de ce qui est en place de la Macronie de la droite. Et en ça, on peut les comprendre, puisque nous sommes opposés à la même chose en soi. Mais ce que nous devons dire et répéter, peut-être de façon pédagogique, mais en tout cas le dire peut-être plus fermement à l'avenir, puisque en l'occurrence la pédagogie, peut-être que ça marche pas, je ne sais pas, je n'ai pas la science infuse, c'est de dire qu'en fait, comme je vous le disais, comme je vous l'ai dit depuis cette demi-heure où nous parlons ensemble ce matin, le Rassemblement national et les macronistes, finalement, c'est presque la même chose, puisque sur la retraite à 64 ans, le Rassemblement national n'a pas daigné défendre les travailleurs. Sur la loi immigration, le Rassemblement national a dressé les thèses qu'a pu imposer Emmanuel Macron et les macronistes dans leur projet de loi. Sur la réforme de l'assurance chômage, le Rassemblement national ne s'est pas véritablement opposé non plus. Et donc en fait, Macronie, Rassemblement national, Marine Le Pen, Jordan Bardella, tout ça, c'est presque à mettre dans le même panier. Ce sont les ennemis des travailleurs, les ennemis des plus précaires. Et donc la seule digue, encore une fois, au-delà de la digue républicaine, la digue populaire, celle qui pourra défendre les travailleurs, l'écologie, la justice sociale et la démocratie, ça reste et ça restera la gauche. Un grand chantier à venir. Un grand chantier à venir, et on appelle à les Françaises et les Français à se mobiliser dans la rue, comme l'a annoncé Sophie Binet et la CGT hier, le 1er octobre, mardi prochain, pour dire notre mécontentement et dire que si vous voulez une véritable autre politique, c'est pas le vote Rassemblement national qui réglera les choses, c'est bien le vote Front populaire, nouveau Front populaire, la gauche, et en l'occurrence, il faut se mobiliser partout où on le peut, parce qu'il n'y a pas d'élection a priori avant les municipales en 2026, et donc il faudra se mobiliser comme on le peut, et donc la rue, les syndicats, l'engagement associatif et politique est une manière aussi de s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron et au déboire de l'extrême droite. Et donc, la manifestation du 1er octobre de mardi prochain est déjà peut-être un premier pas vers l'engagement et vers l'avènement des jours heureux et le parfum d'une prochaine victoire pour la gauche. Voilà. Alexis Bouchard, secrétaire national des jeunes socialistes, était avec nous ce matin pour parler politique dans la matinale de Bretagne 5. Merci d'être venu à notre micro. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.